Ouais, dans cette vidéo, on va faire un test QCM sur l'anatomie tous les deux. Et ce que je vais te montrer d'abord, c'est à quoi ressemble globalement la plateforme sur laquelle tu vas passer ton examen final et sur laquelle tu vas t'entraîner tout au long de tes mois de formation. J'allais dire 6 mois, mais si tu es dans un centre de formation qui le fait en moins ou qui le fait en plus, ça te permet de savoir que au final, tu as accès normalement pour toute formation, ok. Si c'est le CQP-IF, tu dois avoir accès à cette plateforme pour pouvoir t'entraîner tout au long de ta formation et arriver le plus près possible le jour de l'examen. Alors, le jour de l'examen, qu'est-ce qui se passe? Le jour de l'examen, comme tu le sais, d'accord, tu vas passer un test sur l'anatomie, tu vas passer un test sur la nutrition et tu vas passer un test sur la physiologie. Ces tests-là, d'accord, tu dois obligatoirement avoir une certaine note pour pouvoir prétendre à passer cette thématique-là. Ok, donc tu vas avoir 20 minutes pour passer l'ensemble du test et on parle que de l'anatomie. Donc, ce sera 20 minutes pour l'anatomie, 20 minutes pour la nutrition et 20 minutes pour la physiologie. Nous, aujourd'hui, on fera que l'anatomie. C'est pour surtout que tu aies le concept de réflexion derrière. Je vais avoir une certaine note à la fin, ok. Peu importe quelle note c'est, si je passe ou si je passe pas. Là, on est sur l'entraînement, on n'est pas sur l'examen final. C'est comme si, en fait, je te montrais comment moi, je m'y prends pour améliorer ma connaissance sur une notion, sur une matière, sur quoi que ce soit en général. Ok, donc tu vois, la dernière note que j'ai eue, la note la plus haute, c'est 0/20 parce que j'ai laissé pardon, tourner le chrono pendant que j'étais parti faire autre chose. Donc, naturellement, ça a décompté toutes les réponses auxquelles j'ai pas compté. Mais bref, en attendant de te réexpliquer pourquoi, on démarre gentiment une tentative d'entraînement, d'accord, où je vais avoir 30 minutes. Au moment où je vais commencer, le temps va être décompté et ne pourra pas être mis en pause. Vous devrez terminer votre tentative avant la fin du compte à rebours. Voulez-vous commencer maintenant? Ce que je vais faire avant d'appuyer sur démarrer, c'est que tu comprennes que l'objectif de cette vidéo est d'amener une réflexion sur ma manière d'aborder mes révisions sur cette plateforme, que tu utilises cette plateforme ou pas. La manière de réviser sur un sujet peut toujours être dans l'optique de cette vidéo-là, c'est-à-dire d'avoir un espèce de schéma, structure, systématisation sur la manière dont je vais effectuer euh, mes entraînements là actuellement sur le QCM. Allez, on démarre. J'aurai pas 20, je le dis tout de suite. Ok. L'entorse met en avant, pardon, l'entorse. L'arthrose met en avant l'usure de quoi? L'usure du disque intervertébral, l'usure du cartilage et de l'os sous-jacent, des ligaments. Ok, arthrose, on pense à articulation. Qu'est-ce que articulation? L'articulation, c'est de l'os et du tissu conjonctif. Donc, premièrement, je répondrai cartilage de l'os et l'os sous-jacent. Les muscles rotateurs de l'épaule s'insèrent au niveau de la clavicule, l'omoplate ou le sternum. Alors, il faut déjà connaître la coiffe des rotateurs, ok? La coiffe des rotateurs, globalement, tout le monde sait, ou alors, si tu ne le sais pas, tu vas l'apprendre au fur et à mesure, que c'est situé plutôt sur la partie postérieure du corps pour permettre justement une rotation de l'épaule. La clavicule n'est pas sur la partie postérieure, l'omoplate est sur la partie postérieure, le sternum n'est pas sur la partie postérieure. Donc de base, je mettrai omoplate. Je ne sais pas si j'ai bon, mais ma réflexion m'indique que c'est plutôt en ce sens. Quel muscle ne fait pas partie du tronc? Le tronc, c'est ce qui se passe entre guillemets, ta clavicule et ton bassin. On va le faire simple, ok? Quel muscle ne fait pas partie du tronc? Alors, oblique externe, ok. Est-ce que je connais un muscle qui fait partie du tronc et qui au moins a le nom oblique, que ce soit externe ou interne? Oui, je le connais. Grand droit de l'abdomen, abdomen, c'est sur le tronc. Rond pronateur, ça me dit pas grand-chose.
ou sur où il est situé, mais ça me donne une indication sur ce qu'il est capable de faire. Ok, rond pronateur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est capable de faire tourner sur un axe une articulation. Ok. Carré des lombes. Carré des lombes, lombe comme lombaire. Est-ce que les lombaires font partie du tronc? Oui. Ok. Donc de base, même sans savoir quels sont les muscles réellement, avoir la représentation géographique de ces muscles-là, déjà, vont me permettre de dire si ça fait partie du tronc ou pas. Peu importe si je connais la fonction musculaire ou pas, je vais avoir une indication sur si ça fait partie du tronc ou pas. Pour moi, le rond pronateur ne fait pas partie du tronc. Ok, on verra si j'ai faux ou pas. Quel mouvement les pectoraux permettent-ils d'exécuter? L'adduction du bras. Alors l'adduction du bras, l'adduction, ça veut dire quand tu ramènes vers le centre du corps. La flexion du coude. La flexion du coude, ok. Et l'abduction de l'épaule. Peu importe sur quelle angulation, d'accord, abduction de l'épaule. Donc moi, tout de suite, j'aurais envie de dire l'adduction du bras. Pourquoi? Bah déjà, pour savoir si mon pec est responsable de ce mouvement-là, bah, je vais faire ce que je connais des mouvements proposés et je vais toucher mon pec. Ok. Donc je vais commencer par abduction de l'épaule. Je mets ma main sur mon pec. Je fais une abduction d'épaule. Ok. Est-ce que c'est lui qui permet l'exécution? Je sens qu'il s'étire parce qu'il est, selon moi, accroché dans cette zone-là, mais c'est pas lui qui permet de faire l'abduction. Ok. Flexion du coude. Je suis toujours sur mon pec. Est-ce que j'ai vraiment le pec qui travaille quand je fais une flexion du coude? J'ai pas l'impression. Est-ce que je sens que sous mes doigts, d'accord, il y a une contraction qui s'effectue quand je fais une adduction du bras? Ouais. Donc, pour moi, je vais mettre ça. Même si c'est pas ça, peu importe. Au moins, j'ai une réflexion qui est fondée sur quelque chose. Ok. Identifie le nom d'un axe anatomique. Ok. Alors, l'axe transversal. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Je vais mettre ça sur mute, sinon on va se faire avoir à chaque fois. Hop, mute. Ok. Identifie le nom d'un axe anatomique. Ok. L'axe transversal. Ok, ça veut dire que c'est quelque chose qui traverse. L'axe crânial. Ça veut dire que c'est en lien direct avec le crâne. Et l'axe parallèle. Ok. L'axe parallèle, ça veut dire que ça permet de définir si c'est parallèle à X ou Y. Ok. Bon, moi j'ai révisé mes plans anatomiques, ou en tout cas je les connais, et je sais que l'axe transversal, c'est celui qui est défini comme observateur d'une rotation axiale. Ok, donc on va rester sur ça. Je pense que sur celui-là, je ne me suis pas trop trompé. Ok. Parmi ces propositions, laquelle appartient au membre supérieur? Ça veut dire qu'il y a trois choses qui sont proposées, trois os, d'accord, majoritairement, et on nous demande si ça fait partie du membre supérieur. Le membre supérieur, c'est quoi? C'est tout ce qui part de l'épaule et qui va jusqu'à l'extrémité. Ça veut dire ton épaule jusqu'à tes doigts, ça fait partie des membres supérieurs. Ok. Laquelle appartient au membre supérieur? La fibula, on sait que la fibula, c'est le nouveau nom du péroné. Le péroné, c'est dans la jambe. Ok, ça fait pas partie des membres supérieurs. Les métacarpiens. Les métacarpiens, c'est les métacarpes. Ça veut dire que c'est ce qui est après les carpes. Métacarpes. Ok, donc les carpes, c'est ça. Et les métacarpes, c'est les os des poignets, quelque part. Ok, je me suis déjà cassé le quatrième. Pardon. Je me suis déjà cassé le quatrième métacarpe. D'accord. Donc, le carpe, c'est. Je me suis trompé, je reviens sur ce que j'ai dit. Les carpes, c'est les os du poignet, et les métacarpes, ok, c'est justement quelque chose qui est dans la main. Ok. Bon, déjà, celui-là, il m'inspire un petit peu. Et la patella qui est le nouveau nom de la rotule. Donc, parmi ces propositions, laquelle appartient aux membres supérieurs, j'ai envie de dire les métacarpiens. Ok. Le triceps brachial est composé de combien de chefs? Aussi simple que ça, triceps, 3 chefs. Point. Tri comme 3. On se prend pas la tête. Quadriceps comme 4. Ok. Fin de l'histoire. On ne cherche pas plus loin que ça.
Le terme médical pour un os qui casse de manière partielle ou totale est tendinite, luxation, entorse, fracture. Ok? Casse, fracture. Point. On se prend pas la tête. Quelles sont les fonctions du grand pectoral? Ah, ça tombe bien, c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors, selon toi, la fonction du grand pectoral est majoritairement l'adduction du bras et la rotation interne du bras, oui ou non? Rétropulsion et élévation du bras, ça veut dire rétropulsion, ça veut dire, c'est vrai que j'ai pas montré. Alors, adduction du bras et rotation interne du bras, d'accord? Attention, le bras c'est cette zone-là, d'accord? Ça c'est l'avant-bras et ça c'est la main. Ok, donc est-ce que mon pec est capable de faire ça? Est-ce que mon pec est capable de faire ça? Comme toujours, ce que je peux faire, c'est repère tactile. Ok, est-ce que là, je sens mon pec? Oui. Est-ce que là, je sens mon pec? Oui. Ok, donc déjà, celui-là, il m'a l'air pas trop mal. La rétropulsion du bras. Donc ça, est-ce que quand j'envoie mon bras vers l'arrière en rétropulsion, est-ce que j'ai mon pec qui est en jeu? Why not? Est-ce que quand je fais une élévation du bras, ou ça, est-ce que mon pec est en jeu? J'ai pas trop l'impression. Ok, on va faire le contraire. Est-ce que quand je fais ma rotation externe du bras, j'ai le pec qui est en jeu? J'ai pas trop l'impression non plus. Quand je fais une abduction du bras, est-ce que j'ai le pec qui est en jeu aussi? Non. Donc, avec ce que j'ai recruté moi comme information, je dirais adduction et rotation interne du bras. Ok. Le rôle des ménisques du genou est 1. D'amortir le contrôle et les contraintes entre fémur et patella. Non, puisque c'est pas là où ils sont situés. D'amortir les contraintes entre la fibula et le talus. Non, parce que c'est pas là où c'est situé. D'amortir les contraintes entre le talus et le calcaneus. Non plus, c'est toujours pas là où ils sont situés. D'amortir les contraintes entre le fémur et le tibia. Ça m'a l'air plutôt intéressant, celle-là. Donc, on fait avec ce qu'on pense. Tu vois, je prends le temps, j'explique, et on n'a encore qu'à la moitié du temps. Les répétitions dites forcées sont utiles dans un entraînement de puissance musculaire, d'hypertrophie musculaire, de force musculaire maximale. Selon toi, à quel moment on va pouvoir utiliser les répétitions dites forcées, d'accord? Est-ce que c'est plutôt dans un but de puissance? Est-ce que c'est plutôt dans un but d'hypertrophie? Ou est-ce que c'est plutôt dans un but de de force musculaire maximale? Ok. On peut avoir deux cas de figure à cette réponse, d'accord? Moi, je vais partir sur ce qu'on va dire le côté hypertrophie. On verra bien ce qu'on voulait avoir comme réponse. Mais globalement, il faut réfléchir à quel moment les reps forcés sont utilisés majoritairement. Okay. Les ligaments croisés du genou empêchent quoi? Les mouvements des ménisques? Non. Empêchent que fémur et tibia ne glissent vers l'avant et l'arrière. Ça m'a l'air un petit peu plus axé sur ça. Que la rotule empêche la rotule de bouger. Non plus, puisque les ligaments croisés sont entre le fémur et le tibia, majoritairement. Donc, j'ai envie de dire que ce soit la réponse B. Combien y a-t-il de muscles squelettiques chez un adulte? Environ 600, environ 400, environ 800. Combien d'articulations on a dans le corps humain? Combien d'os on a dans le corps humain? 206 approximativement. Ok. Ça voudrait dire que si on a 206 os, ça veut dire que chaque os n'aurait que 2 chefs ou 2 muscles associés à cette articulation-là, obligatoirement. Donc, par défaut, j'aurais plutôt envie de dire ou 600 ou 800. Et j'ai envie de rester, entre guillemets, sur du basique, d'accord, du assez bas en termes de niveau. Je reste sur 600. On verra bien ce qu'ils nous disent. Quels sont les muscles qui composent les adducteurs de la cuisse? C'est-à-dire que là, on doit trouver les muscles qui composent le groupe des adducteurs de la cuisse. Le grand adducteur, le long adducteur, le court adducteur, le gracile et le sartorius. Ok.
Ok, pourquoi pas. Le gracile, le grand adducteur, le long adducteur, le court adducteur, le pectiné. Ok, ça me paraît plus intéressant. Le gracile, le grand adducteur, le long adducteur, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Ok, donc ça colle pas. Ok, le fait qu'il y ait sartorius et pas le pectiné, ça colle pas. Donc, le gracile, le grand adducteur, le long adducteur, le court adducteur, très bien, 1, 2, 3, 4. Et le 5e adducteur, c'est le pectiné. Donc, il y a 5 muscles dans le groupe musculaire des adducteurs. Le pectiné, le court adducteur, le long adducteur, le grand adducteur et le gracile. Et le sartorius ne fait pas partie des adducteurs. Il fait partie des fléchisseurs de hanche, je ne dis pas n'importe quoi, et des extenseurs du genou. Bref, donc voilà. Et là, évidemment, comme il y a les semi-tendineux et les semi-membraneux, on n'a pas envie de dire que c'est les adducteurs, puisque ça, c'est des muscles qui sont responsables de l'extension du genou et ou de l'extension de la hanche. De quels muscles sont composés les érecteurs du rachis? Très important. Grand dorsal, épineux transverse. Ok. Long dorsal, iliocostal, épineux. Ok. Long dorsal, iliopsoas et épineux. Alors, la feinte ici, c'est que on a en tête que les érecteurs du rachis sont... Enfin, on n'a pas en tête au final ce qu'est un érecteur du rachis. Les érecteurs du rachis, c'est les muscles profonds qui sont en lien direct avec la colonne vertébrale ou du moins ne sont pas superficiels. Ok, donc déjà, le grand dorsal, c'est mort. Il est superficiel, donc je le sors. Le long dorsal, ok, si tu sais pas trop où c'est, tu sais pas trop ce que c'est, on va lire la suite. Iliocostal, ça veut dire que c'est des muscles qui sont en lien avec ton ilium, donc ton bassin, et tes côtes. Est-ce que c'est profond? C'est assez profond, ok. Et les muscles, entre guillemets, épineux. Les muscles épineux, c'est quoi? C'est les muscles qui sont sur les apophyses épineux de la colonne vertébrale. Donc ça m'a l'air quand même pas trop mal pour répondre à cette question. Le piège dans la troisième réponse, c'est qu'il y a l'iliopsoas. Iliocostal, iliopsoas. Donc en fait, on est sur quelque chose qui n'est pas simplement érecteur du rachis, puisque l'iliopsoas n'est pas érecteur du rachis fondamentalement. D'accord, il est fléchisseur de hanche et ou fléchisseur du tronc à un certain degré. Ok. Dernier, le deltoïde antérieur, donc c'est la partie antérieure de ton épaule, est abducteur du bras. Ok, on va regarder, pas spécialement. Est fléchisseur et rotateur médial du bras. Donc fléchisseur, ça, ouais, ça m'a l'air pas mal, et rotateur médial du bras. Pourquoi pas, ça a l'air bien. Et adducteur du bras. Donc ça veut dire c'est lui qui va me ramener ici. Ok, why not? Et extenseur et rotateur latéral du bras. Ok, je regarde. Je n'ai pas spécialement l'impression. J'ai l'impression que c'est plus quand je suis dedans qu'il est contracté ou pas. Ok, moi je vais mettre plutôt le B. On va voir. On va voir si j'ai bon après, hein, no stress. Quelle cavité reçoit la tête fémorale? Alors, la cavité cotyloïde. Ça veut dire qu'il y a des cotyles dedans. Ok, je sais pas, on verra. La cavité fémurienne. Ça sent l'arnaque cette histoire-là. Ça sent le mot exprès pour me faire tomber dans le piège. Mais on va voir. La cavité inguinale. Alors la cavité inguinale, si je dis pas n'importe quoi, c'est là où passe justement le canal inguinal. Et ça fait partie de tout l'appareil reproducteur, ou du moins de l'appareil génital. Donc, tête fémorale, ça fait un peu profond quand même, je trouve. Et la cavité glénoïde. Alors, glénoïde, je sais que c'est en lien avec l'épaule, d'accord? Puisque l'épaule, on appelle ça l'articulation gléno-humérale. Donc, glénoïde, je l'enlève. Inguinal, ça me fait trop penser enfin, c'est trop profond, entre guillemets, dans les entrailles, on va dire ça comme ça. Fémurienne,
J'ai pas envie que ce soit ça la réponse parce que ça fait c'est trop facile, entre guillemets. Je vais mettre cotyloïde. On verra un petit peu ce que ça donne après. Ok. L'apophyse coracoïde est une partie osseuse de quoi? De la clavicule, de l'humérus ou de l'omoplate. Ok. Alors, déjà, il faut savoir que apophyse, de base, ça veut dire que c'est une protubérance. Apophyse, ça veut dire que c'est une protubérance et donc ça, c'est quelque chose, c'est une excroissance. Est-ce que je sais si sur ma clavicule j'ai une excroissance d'une quelconque manière que ce soit? Je réfléchis, j'en vois pas. Ok. Humérus, est-ce que j'ai une excroissance? Ok, à part si on pense aux tubercules, c'est-à-dire les reliefs de l'humérus, je vois pas. Donc, je vais partir sur la scapula. J'ai la réponse, mais je te montre juste la réflexion que j'ai derrière. L'articulation, bon, je l'ai dit juste avant, l'articulation gléno-humérale désigne quelle articulation? Désigne l'épaule, puisque la cavité qui reçoit l'humérus s'appelle la cavité glénoïde. Et donc, on aurait pu croire que c'est le genou, le poignet, l'épaule ou le coude, mais je l'ai dit sans le vouloir, my bad, c'est l'épaule. Ok. Quel muscle ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs? Ok. Déjà, dans la coiffe des rotateurs, il y a 4 muscles. Supraépineux, infraépineux, petit rond et pas le trapèze. Le dernier, c'est quoi? Subscapulaire, celui qu'on oublie tout le temps. Le subscapulaire, c'est celui qui est en dessous l'omoplate ou en dessous la scapula. Ok, on a répondu à nos 20 questions. Et tu vois, j'ai pris le temps de parler, j'ai pris le temps de faire des petites analogies. Il me reste encore 1 minute 30. On va clôturer. Roulement de tambour. Combien est-ce que j'ai eu? J'espère que j'ai eu plus que au moins 15, histoire que ça passe. Ok, 18. Ok, j'ai eu 18. Et ce que tu dois comprendre, c'est que même sans avoir au final toutes les informations requises, il y a certaines questions où je n'étais pas vraiment sûr de moi. J'ai juste amené mon esprit de déduction, ok, avec les informations que je connais déjà et avec les informations que j'ai en ma possession actuellement. Donc là, c'est facile, entre guillemets, de montrer que j'ai eu 18 sur 20, mais j'ai pas spécialement réfléchi. J'ai pas spécialement été chercher des informations dans le tréfonds de ma mémoire ou quoi que ce soit. C'est déjà des choses que j'ai établies concrètement et je fais juste des relations de cause à effet ou de rapprochement. Ok. Alors, je te montre comment je fais aussi pour euh, m'aider dans mes QCM, puisque là, j'ai quand même 2 fautes. Sur les 2 fautes, il va falloir que j'ai la réponse à ces 2 questions. On va retracer globalement tout ce que j'ai dit. L'arthrose met en avant l'usure du cartilage et de l'os sous-jacent. D'accord? Donc l'arthrose, c'est toujours un problème articulaire, c'est toujours un problème osseux. Les muscles rotateurs de l'épaule s'insèrent au niveau de quoi? Au niveau de l'omoplate, puisque comme c'est la coiffe des rotateurs, tout simplement, on le voit un petit peu plus tard dans le questionnaire, on est sur quelque chose qui doit tirer le muscle, ou tirer en tout cas l'articulation ou l'os, dans un sens ou dans un autre. Donc, fatalement, dans la coiffe des rotateurs, il y en a qui vont être accrochés à l'arrière et d'autres qui vont être accrochés plutôt vers l'avant. Ok, on garde ça en tête. Mais tout part de l'omoplate. Tout part de l'omoplate. Ok. Quel muscle ne fait pas partie du tronc? C'était bien le rond pronateur. Le rond pronateur qui est un muscle de l'avant-bras ou du coude si tu veux, pour te permettre de faire justement une pronation. C'est cette gestuelle-là, c'est-à-dire de mettre la paume de la main vers le bas ou dans une direction précise, on dira. Ok. Quel mouvement du pec, quel mouvement les pectoraux permettent-ils d'exécuter? Bah, tu vois, avec ce que je connais, j'ai fait simple. J'ai mis la main sur le pec et j'ai effectué les mouvements qui demandaient. Adduction, ah, ça bouge sous mes doigts ici, ok. Flexion du coude, ça bouge pas. Abduction d'épaule, ça bouge pas spécialement. Ça bouge que quand je ramène le bras. Donc quand je fais une adduction, ok. Donc je suis parti sur ça. Identifie les noms
le nom de l'axe anatomique, ça fait aussi partie de notre savoir que de comprendre qu'on bouge sur 3 dimensions. D'accord? L'être humain bouge sur 3 dimensions. Et il faut connaître le nom de ces 3 dimensions. Et chacun de ces plans de dimensions possède aussi un nom d'axe. D'accord? L'axe transversal, l'axe longitudinal et l'axe... j'ai perdu le troisième. Mais globalement, l'idée c'est... c'est quoi ce troisième là? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai zappé le troisième. Bref, l'idée c'est de se dire, ok, avec ce que je sais, je vais mettre en place. Et le seul qui était euh, en lien avec ce que je connais, c'est l'axe transversal. Donc j'ai misé sur ça. Là, je risque rien. C'est un entraînement. Donc je peux balancer, je peux avoir différentes méthodologies de réflexion et différentes méthodologies de réflexion au final. Parmi ces propositions, laquelle appartient aux membres supérieurs, donc c'est les métacarpiens, comme je te l'ai dit, d'accord? Métacarpe, c'est ça. Carpe, c'est ça. Et après, c'est les phalanges. Ok. Combien de chefs le triceps brachial possède-t-il? Triceps, 3 chefs. C'est aussi simple que ça. Quadriceps, 4 chefs. Biceps, 2 chefs. Ok. Le terme médical pour un os qui casse de manière partielle ou totale est la fracture. Ok. La tendinite, déjà, ça n'a rien à voir avec l'os. La luxation, c'est une articulation qui est sortie de son socle, d'accord? Donc c'est tout simplement la liaison entre deux os qui n'est plus, et donc un os qui ne répond pas du tout à l'autre os. Et l'entorse, c'est un terme médical pour dire qu'il y a une lésion sur l'articulation à proprement parler. On peut faire des entorses de n'importe quelle articulation, d'accord? C'est un degré de dommage, quelque part, en termes de ligaments, en termes de tissu en lien avec l'articulation. Ok. Quelles sont les fonctions du grand pectoral? On l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure. Adduction du bras et rotation interne du bras. Pourquoi rotation interne du bras? Parce qu'en fait, on l'a vu en cours pour ceux qui sont élèves chez Damalis, le grand pec, il s'insère à l'intérieur de l'humérus. Et donc, comme il est accroché sur une partie presque sur la même ligne que son point d'attache, quand on vient resserrer les fibres musculaires, on peut être capable d'avoir une rotation qui est observée. Ok? Donc retiens bien, adduction du bras et rotation interne du bras. C'est une possibilité. Enfin, c'est une des fonctions de ton pec. Le rôle des ménisques du genou, c'est précisé du genou, parce qu'il n'y a pas des ménisques que sur les genoux, est d'amortir les contraintes entre le fémur et le tibia. Oui, parce que ton tibia, ton fémur et les ménisques, en fait, c'est ce qu'il y a entre mes deux points pour éviter justement qu'il y ait trop d'impact et que on voit se créer un petit peu d'arthrose due à la contrainte qui est trop sollicitante peut-être pour le bonhomme. Les répétitions dites forcées sont utiles dans un entraînement de type hypertrophie musculaire. Oui, pourquoi? Parce que le but est, je pense, dans la réflexion de cette question, d'amener un stress intense sur le tissu musculaire et donc de générer une capacité d'adaptation. Ok, la force musculaire maximale, on ne peut pas forcer plus que notre capacité, donc on ne peut pas avoir cette capacité entre guillemets de répétition dite forcée. À la limite, on peut rajouter du travail excentrique à la fin, mais c'est pas une rep forcée puisqu'on fait que subir la charge, on ne force pas contre cette charge-là. Et le développement de la puissance maximale, la puissance, c'est masse fois accélération. Et à partir du moment où on force un des deux, l'accélération et ou la masse, on développe plus du tout la puissance, ou en tout cas, c'est pas ce qui est le plus optimal. C'est pour ça que j'ai réfléchi, avec les connaissances que j'ai, à répondre sur l'hypertrophie plutôt que le reste.
Mais il va falloir faire des propres réflexions également. Les ligaments croisés du genou empêchent quoi? Les mouvements des ménisques? Non. La rotule de bouger? Toujours pas, parce que c'est pas là où elle est située. Empêche que le fémur et le tibia ne glissent vers l'avant et l'arrière. Ok, c'est ce qu'on appelle le fameux tiroir. Ok, l'effet tiroir. Ok. Combien y a-t-il de muscles squelettiques chez un adulte? Bah, comme je te l'ai dit, avec ma réflexion, voilà. Ça voudrait dire que toutes les articulations, tous les os du corps n'ont que deux muscles, entre guillemets, accrochés sur cela. Alors qu'on sait très bien que rien qu'au niveau du genou, on a déjà presque 5 ou 6 muscles qui sont accrochés aux alentours. Tous les quadris, tous les ischios, tous les mollets, tous les adducteurs quasiment. Donc, pour moi, c'était impossible que ce soit 400. Et j'aurais pu me tromper. Ah, ok. J'ai pas répondu le bon. C'est pour ça que je me suis trompé. Ok. Je te l'ai bien dit à l'oral, mais j'ai mal cliqué. Attention, ça c'est aussi une faute sur laquelle on peut se faire avoir, comme moi, là. Euh, je t'ai fait tout le laïus oral, mais j'ai oublié de recliquer sur la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'était bien évidemment celle avec le pectiné, puisque les, euh, le groupe des adducteurs commence par la partie la plus profonde, pectiné, court adducteur, long adducteur, grand adducteur et gracile. Tout ça, c'est le groupe musculaire des adducteurs. Donc au final, j'ai pas 18, j'ai 19 sur le papier, entre guillemets, j'ai 19 parce que je me suis juste trompé j'ai pas recoché la bonne réponse en te faisant le pareil. Bon, bah, au final, j'avais 20. Pareil pour la question suivante. De quels muscles sont composés les érecteurs du rachis? J'étais bien fait tout le laïus, j'étais bien fait tout le, euh, la réflexion derrière, et j'ai oublié de rechanger la case que j'avais cochée pour te montrer, entre guillemets, ma réflexion derrière. Tiens, comment est-ce que je fais pour euh, conserver en tête que la réponse que j'ai donnée était fausse? Je vais aller sur la réponse qui m'est donnée. Ok. Hop, copier. Dans mon navigateur, j'ouvre et je regarde. Les longs dorsaux sont les muscles ilio-costaux du dos et des lombes. Ils s'assurent la verticalité de la colonne vertébrale. Ils permettent de relever le buste, érecteur du rachis, penché en avant. Ils assurent également l'inclinaison latérale de la colonne vertébrale. C'est comme ça que je fais. Je fais rien d'autre. On appelle ça les spinaux. Ok. Les spinaux, c'est tous les muscles qui sont en lien avec the spine. Et en anglais, the spine, c'est la colonne vertébrale. Ok. Donc, on retiendra que j'ai fait des fautes d'inattention, mais même en faisant des fautes d'inattention, ça me permet d'avoir une compréhension de ma faute. Ok, là j'ai eu faux. Ok, c'est le long dorsal, l'iliocostal et épineux. Je vais chercher ce que c'est. Ok, érecteur du rachis, le muscle iliocostal part de la zone cervicale et va ainsi jusqu'au lombaire. Et en fait, on voit qu'il y a un enchevêtrement quelque part. Attends, si je te mets la photo, peut-être c'est plus parlant. Voilà. D'accord, donc on voit que en fait il y a plusieurs lignes de muscles. D'accord, on a ceux qui partent plus ou moins de la fin des cervicales et qui vont s'insérer enfin au fin des zones de la zone thoracique. On a celles qui vont de la zone sacrale jusqu'à la zone cervicale, etc., etc. Ok, là c'est une partie des muscles spinaux, hein. C'est pas exclusivement ceux qu'on veut voir et ceux qu'on possède. Bref, voilà, tu as compris un petit peu tout le principe. On continue sur les dernières questions. Le deltoïde antérieur est plutôt adducteur du bras? Non. Est plutôt fléchisseur et rotateur médial du bras? C'est ce qui me paraissait le plus logique, mais on peut faire la même chose. D'accord, fléchisseur et rotateur du bras. Clac. Est-ce qu'il va me parler que de l'épaule? Le deltoïde intérieur s'insère sur la clavicule et descend le long de l'épaule, le long du faisceau claviculaire. Ce muscle de l'avant de l'épaule est fléchisseur et rotateur médial du bras.
il agit également dans le mouvement de l'antépulsion et l'antépulsion de l'épaule. Donc tu vois, moi c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai fait pour au final arriver à une compréhension globale de toutes les erreurs que j'avais pu faire dans mon étude de l'anatomie globale. Quelle cavité reçoit la tête fémorale? Bon, voilà, comme tout à l'heure, j'avais bien senti que fémurienne, c'était une feinte, ok, et cotyloïde, ok, on va faire la même chose. Cotyloïde, bam. Qu'est-ce que ça veut dire cotyloïde, monsieur? Cotyloïde, en forme de cupule, cavité cotyloïde de l'os iliaque. Ok, est-ce qu'on peut avoir une image peut-être? Ok, cotyloïde, boum. Cotyloïde, d'accord, c'est ni plus ni moins que cette cavité là, c'est la forme de la cavité. Attends, je vais peut-être te trouver un truc plus intéressant. Non, je ne te trouverai pas un plus intéressant là tout de suite. Mais voilà, peut-être ça, cavité cotyloïde, c'est vraiment c'est un petit peu l'acétabulum, c'est le creux, c'est la cavité, ouais, j'ai pas d'autre mot, c'est la forme de cavité qui permet au fémur de s'insérer dans l'os iliaque. Ok. L'apophyse coracoïde, tiens, je vais te la mettre. L'apophyse coracoïde fait partie intégrante de ton omoplate. Ok, hop, omoplate ou scapula. L'apophyse coracoïde, c'est là où s'insère le coraco-brachial, comme dans coracoïde. Coraco-brachial. Il part de là et il vient s'insérer sur le bras. Ok, donc comme tu le vois, il y a toujours un lien de causalité, un lien de cause à effet, si on peut dire ça comme ça, quelque part. Donc il faut retenir tous ces petits jeux de rôle entre guillemets entre chaque système et entre chaque type de tissu. L'articulation gléno-humérale désigne l'articulation de quoi? Je l'ai dit sans faire exprès, gléno-humérale. Alors quand il y a huméral, ça fait penser à humérus. Humérus, c'est haut du corps. Genou, bas du corps. Poignet, ça fait pas partie de l'humérus entre guillemets. Coude, coude, je pourrais me faire avoir. Mais ce qui m'aide, c'est gléno-huméral. Je sais que l'articulation de l'épaule a une cavité qu'on appelle la cavité glénoïde. D'accord? A contrario, d'ici, d'accord, on a une cavité cotyloïde pour le fémur. Pour l'humérus, on a une cavité glénoïde. D'où la cavité ou d'où l'articulation gléno-humérale. Ok? Et la dernière réponse, quel muscle ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs? C'est bien évidemment le trapèze, puisque on en a parlé tout à l'heure. On a le supra-épineux. Tiens, je vais te le mettre. Je vais te le mettre en visuel. Non, je vais pas te le mettre comme ça. Je vais faire ça. Clac. Boum. Et je vais faire quel muscle partie de la coiffe des rotateurs? Boum. Ok. Il y a 4 muscles. Ok. Les 4 muscles sont toujours les mêmes. Ils ne changeront jamais. Jamais. D'accord? Non, c'est pas le bon. Comme ça, ouais, comme ça. Ok. Alors, on a le supra-épineux, d'accord, ou le su-épineux, au-dessus épineux. On a le sous-épineux, d'accord, c'est celui qui est en dessous de l'épine. Ça, là, ce que tu vois là, ce que je souligne avec ma souris, d'accord, l'os que tu vois dépasser, on appelle ça l'épine scapulaire, l'épine de l'omoplate. C'est pour ça que le muscle du dessus s'appelle le su-épineux ou le supra-épineux. Celui d'en dessous, le sous-épineux, ok. Le troisième muscle qui est sur la face postérieure de l'omoplate et qui fait partie de la coiffe des rotateurs, c'est le petit rond. Petit rond. Et le muscle qu'on a toujours tendance à oublier, c'est lui-là. Le sous-scapulaire ou le subscapulaire, celui qui est en dessous. Ok? Et donc,
si on avait voulu mettre les 4 bonnes réponses, on aurait mis ici le sous-scapulaire et c'était donc la seule et unique mauvaise réponse de ce choix. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur comment passer un test globalement QCM, comment s'entraîner et comment réfléchir à amener une réflexion qui pourrait m'aider si j'ai pas l'information à proprement parler. J'ai quand même des moyens en ma possession pour aller réfléchir à un moyen de trouver quelle pourrait être la bonne réponse. Okay. Petit tips, j'avais dit que je donnais un tips de fin pour avoir 20, 20, 20, comme je l'ai eu là, moi, actuellement, au final. D'accord? C'est parce que, erreur d'inattention, pendant que je te parlais, j'ai oublié de remettre la bonne case de cocher. Il faut faire minimum par jour. Par jour, il faut faire minimum par jour 5 QCM sur chaque thématique. Ça veut dire 5 QCM anat, 5 QCM nutrition, 5 QCM physio. Tu fais ça, tu es sûr d'avoir au moins 15. La bonne nouvelle, si tu fais 15 d'anat, 15 de nutrition, 15 de physio, tu as 20 sur 20. C'est aussi simple que ça. Tu fais ça du début à la fin de ta formation. Une fois que ton QCM est passé, c'est fini. Tu as eu 20, 20, 20. On n'en parle plus. Fin de l'histoire. Il suffit juste que tu prennes le temps de le faire chaque jour. C'est comme en muscu, c'est comme dans le sport. Plus tu vas être constant, plus tu vas obtenir des nouvelles aptitudes et des nouvelles capacités. Mon père me dit toujours, c'est plus ton attitude qui déterminera, je recommence, c'est plus ton attitude que ton aptitude qui déterminera ton altitude. Celle-là, elle est pour toi. Je couperai pas au montage, je laisserai le petit bafouillage. Je répète une dernière fois. Mon père m'a toujours dit, c'est plus ton attitude que ton aptitude qui déterminera ton altitude. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo pour te montrer que tu as le temps de ta formation pour te mettre un maximum de connaissances dans le crâne, ok, pour pouvoir les ressortir le jour du QCM. Si tu n'es pas quelqu'un qui est dans cette sphère-là, c'est pas grave. Mets-toi en tête que une fois que ton diplôme est passé et que tu as obtenu cette fucking carte pro, toutes ces connaissances, tu n'as pas besoin de les retenir à 100% parce que tu vas être plus axé sur genou, plus axé sur le bassin, plus axé sur le pied, plus axé sur le périnée, etc., etc. Mais globalement, tu auras déjà un bon background d'anatomie globale. Et ça, il faut le faire sur la nutrition et sur la physio, bien évidemment. Ok, je te laisse sur cette touche finale et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Sois prêt, sois fort. Ciao.